Bonjour, aujourd'hui on va parler du système trappistin, un système exoplanétaire très connu. Mais pour comprendre un petit peu le système trappistin, il faut revenir à son origine, à l'origine de son nom. Pourquoi le nom trappistin? Il faut avoir le concept que trappistin est une étoile, un système qui a été détecté par le télescope TRAPPIST. Et le télescope TRAPPIST a été utilisé comme prototype du projet Speculoos. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ce sont deux projets belges, Speculoos et TRAPPIST, des biscuits et des bières. Derrière Speculoos et TRAPPIST, il y a des noms qui sont Speculoos en anglais Search for Habitable Planet Eclipsing Ultra Cool Stars et pour TRAPPIST Transiting Planet and Planetesimal Small Telescope. Donc on a dit que TRAPPIST était un prototype de Speculoos. Alors il faut se concentrer sur Speculoos. Speculoos en français, c'est la recherche d'exoplanètes habitables éclipsant des étoiles ultra froides. En décomposant chacun des mots de ce titre, on va comprendre pourquoi on a trouvé le système trappistin. Alors d'abord, le mot recherche, ça tout le monde le connaît. Le mot exoplanète habitable. Habitable, c'est quelque chose de compliqué. L'habitabilité, on en parle beaucoup dans ces vidéos, mais ça implique de nombreux facteurs. On voit ici un schéma avec tous les facteurs d'habitabilité qu'on doit prendre en compte. Parfois des facteurs dus au système planétaire, dus aux propriétés de la planète, ou même tout simplement à l'étoile en question. Tous ces facteurs sont très compliqués à saisir et à observer. Et donc pour se simplifier la vie, nous les astronomes, les exoplanétologistes, on regarde les planètes qui sont situées dans la zone habitable. La zone habitable, c'est une zone autour d'une étoile dans laquelle une planète similaire à la Terre pourrait maintenir de l'eau liquide à sa surface. Bien sûr, si une planète n'est pas en zone habitable, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas habitée, et si elle est en zone habitable, cela ne veut pas dire qu'elle est habitée. C'est juste une sorte de proxy pour se faciliter la vie. Cette zone habitable, elle va changer en fonction du type d'étoile. Par exemple, pour le Soleil, la zone habitable, c'est l'endroit où est la Terre, heureusement, et ses limites vont environ, très grossièrement, de l'orbite de Vénus à l'orbite de Mars. C'est donc ici la zone en vert. Si l'étoile est plus chaude, alors la zone habitable sera plus loin. Et si l'étoile est plus froide, la zone habitable sera plus près. Car c'est cette zone où on veut avoir entre 0 et 100 degrés à la surface pour avoir de l'eau liquide. Donc nous, on va chercher des planètes qui sont dans cette zone habitable. Ensuite, si on revient au titre, on a le mot éclipsant. Qu'est-ce que ça veut dire éclipsant? Ça veut dire qu'on se concentre sur des planètes qui vont passer devant leur étoile du point de vue de l'observateur. On utilise pour cela la méthode des transits, où on observe la variation de luminosité de l'étoile en fonction du temps, et on peut voir, lorsque la planète passe entre l'étoile et nous, une petite baisse de flux. On a le grand U ici qui s'appelle un transit. On a aussi une deuxième petite baisse de flux lorsque la planète va passer derrière l'étoile. Ceci est dû au fait que la planète a son propre flux et que quand elle est cachée, on a une petite diminution. C'est quand même beaucoup plus compliqué de détecter cette deuxième éclipse, qu'on appelle aussi occultation, que la première qui s'appelle un transit. En observant cette transit, on peut détecter des planètes. On revient ainsi sur notre titre. On a défini exoplanète habitable, on a défini éclipsant, et maintenant on parle d'étoiles ultra froides. Qu'est-ce que sont ces étoiles ultra froides? Ce sont des étoiles qui sont dans la séquence principale, ça veut dire qu'elles sont parmi les étoiles pour lesquelles il se passe la fusion de l'hydrogène, mais ce sont les plus froides et les moins brillantes de cette séquence, beaucoup plus petites, beaucoup plus froides que le Soleil. D'ailleurs, leur rayon est environ seulement 10% de celui du Soleil. Et pourquoi s'intéresser à ces étoiles-là? Ceci pour plusieurs raisons. En fait, ce sont les meilleures cibles pour chercher des planètes rocheuses et potentiellement habitables. Pour trois raisons. Tout d'abord parce qu'elles sont plus nombreuses. Dans notre environnement proche, si on prenait une grosse sphère autour du système solaire et qu'on comptait toutes les étoiles qu'il y a autour de nous, on verrait beaucoup plus d'étoiles ultra froides, d'étoiles rouges, qu'on appelle aussi naines rouges. Dans un second temps, si on s'attache à détecter une planète de la taille de la Terre, si on regarde le transit d'une planète de la taille de la Terre devant une étoile de type solaire, on a seulement 0,01% d'extinction de flux, ce qui est très difficile à détecter. Alors que si on regarde le transit d'une planète de la même taille, exactement de la Terre, mais devant une petite étoile, alors cette fois-ci, une étoile ultra froide, on va avoir une extinction de 1%. Et 1%, ça, c'est détectable depuis le sol avec des télescopes d'à peine 1 mètre. Enfin, la dernière raison, c'est une combinaison de la deuxième, c'est que quand on va s'attacher à vouloir caractériser l'atmosphère de ces planètes autour de ces étoiles, on va avoir beaucoup plus de signal si l'étoile est très petite. Actuellement, si on faisait une simulation d'une atmosphère exactement comme la Terre sur une planète autour de différents types d'étoiles,
on peut voir que seulement les planètes autour d'étoiles ultra froides font des signatures assez grandes pour être détectées avec des télescopes tels que le télescope spatial James Webb. On parle d'une amplitude de signature de seulement 50 ppm, 50 parties par million. Ça, le James Webb peut le voir, mais seulement pour des planètes autour d'étoiles ultra froides. Pour cela, on peut faire un petit aparté pour expliquer comment on caractérise les atmosphères d'exoplanètes en transit. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a le flux d'étoiles qui va arriver dans toutes les longueurs d'onde, dans toutes les couleurs. La planète va passer devant cette étoile et tous les rayons vont être cachés par la structure terrestre, par la roche, mais au niveau de l'atmosphère, seulement quelques rayons vont être cachés ou pas par l'atmosphère. Ceci est dû au fait que chaque molécule va absorber ou non à différentes couleurs, à différentes longueurs d'onde. Et donc nous, de notre point de vue d'observateur, on va avoir une profondeur apparente de notre transit qui va varier tout doucement. À nouveau, ça varie de très peu, de seulement quelques dizaines de parties par million. Il faut donc un super télescope pour pouvoir voir ça, et le télescope spatial James Webb est celui-ci. Donc on revient sur spéculoos. On a fini de définir tous les termes du nom spéculoos, et on peut donc décrire un petit peu les télescopes qui sont derrière. Spéculoos et TRAPPIST travaillent de concert, c'est des télescopes qui travaillent ensemble. Le plus vieux d'entre eux, c'est le télescope TRAPPIST Sud, c'est lui qui a découvert le premier transit de TRAPPIST-1, on y reviendra. Le second, c'est son jumeau, TRAPPIST Nord, qui est exactement le même, mais au nord, dans l'hémisphère nord, au Maroc, dans les montagnes de l'Atlas, à Louka-Imden. Ensuite, on a les 4 spéculoos, qui sont arrivés un petit peu plus tard, qui font, eux, 1 mètre de diamètre pour leur miroir, et qui sont situés au Chili, à Paranal, juste à côté du Very Large Telescope, qui est très connu. On a quelques jumeaux des spéculoos sud. On a spéculoos nord, avec un télescope qui s'appelle cette fois Artemis, qui est situé sur l'île de Tenerife, aux Canaries. Et enfin, le dernier qui a rejoint la famille, c'est le télescope Syntex. Après, vous pouvez l'imaginer, le nom de Saint-Exupéry, l'écrivain et aviateur. Et vous pouvez voir que le télescope a 2 couleurs, une tête blonde et une robe bleue, comme le Petit Prince. Ces télescopes sont situés à plein d'endroits différents dans le monde, différentes latitudes, différentes longitudes, ce qui permet de couvrir l'ensemble du ciel, donc au nord et au sud, et aussi d'avoir des horaires différents pour un début et une fin de nuit. Je vous montre ici d'autres photos, on voit qu'ils sont vraiment dans le désert pour pouvoir avoir accès à un ciel très clair et aussi des conditions avec très peu d'humidité et très peu de pollution lumineuse. Chaque nuit, chaque télescope, les télescopes TRAPPIST et spéculoos, observent une étoile froide différente pendant toute la nuit, et ceci pendant plusieurs nuits d'affilée. À vrai dire, on accumule 200 heures par cible. À chaque fois, le télescope va fixer la même étoile toute la nuit, il va ensuite se coucher, le soleil va arriver, et puis on continue pendant plusieurs nuits. Et à la fin, on va regarder nos courbes de lumière, donc la lumière en fonction du temps, et on espère trouver ces petits transits dont on parlait pour détecter des planètes. Si on revient maintenant en arrière, on revient en 2015, c'est le télescope TRAPPIST qui a détecté ce petit signal qui paraît pourtant pas excessivement dans une courbe de lumière assez bruitée, mais on voit ici un transit, et ce transit, c'est le premier transit de la planète TRAPPIST-1b qui a été découvert le 16 septembre 2015. Pour la petite anecdote, c'est Laetitia Delrez qui s'occupait du télescope cette nuit-ci. Et pendant la nuit, il y a eu un tremblement de terre, ce qui a automatiquement arrêté les observations. Le télescope s'est refermé. Et le matin, en se réveillant, normalement, on attend un jour avant de réopérer le télescope après un tremblement de terre. Elle a vu que tout allait bien et elle s'est dit qu'elle allait relancer pour la fin de la nuit. Elle a relancé pour la fin de la nuit et là, ils ont attrapé le premier transit. Il faut persévérer dans les observations. Ensuite, on a accumulé plein de transits avec différents télescopes et on a pu en 2016 avoir cette publication menée par Michael Gillon et toute l'équipe de Liège et de Cambridge et de Birmingham et de Berne. C'était vraiment une grande collaboration pour annoncer 3 planètes. Donc TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c et TRAPPIST-1d à l'époque, c'est comme ça qu'ils les avaient nommées, mais aucune dans la zone habitable. Les 2 premières, B et C, sont trop proches et la dernière, qui s'appelait D à l'époque, était trop loin. Donc on avait 3 planètes, mais bien sûr c'était très intriguant, donc ils avaient demandé du temps sur plus de télescopes. Ils ont notamment eu du temps en décembre 2015, donc juste un peu plus tard, sur le Very Large Telescope, et là ils ont observé un événement très curieux qui ressemble à une sorte de triple transit. Sauf que ce triple transit, il ne correspond pas du tout avec les planètes qui avaient été découvertes à l'époque, pas en durée, pas en profondeur, il y avait quand même beaucoup de questions.
S'en est suivi un intense suivi au sol et dans l'espace avec plein de télescopes très connus qui sont les télescopes Kepler, alors à l'époque appelé K2 déjà, le télescope Spitzer, le télescope Hubble, le Very Large Telescope, les télescopes Speculoos et plein d'autres au sol. Avec notamment, et là c'était une grande chance, 20 heures d'observation en continu avec le télescope Spitzer où on a pu voir donc l'étoile Trappistin pendant 20 heures de suite. On a pu voir plein d'événements comme des éruptions stellaires mais aussi plein de transits. Plein de transits de différentes tailles, de différentes durées et finalement beaucoup plus que 3 planètes. Alors après cette observation, on a pu confirmer 7 planètes distinctes, donc B, C, D, E, F, G, H, donc beaucoup plus que ce qui avait été annoncé en 2016 et ça a fait l'objet d'une publication très connue en 2017 avec la couverture de la revue Nature qui a montré ces planètes sur une sorte de plaque à induction en montrant qu'on avait de différents régimes sur ce système. On a des planètes trop chaudes pour être en zone habitable, plutôt dans des flux reçus un peu équivalents à ce qu'on trouverait entre Mercure et Vénus. Ensuite, 3 planètes en zone habitable, E, F et G. Et après, la planète H qui est un peu derrière la zone habitable. On a donc une image de 7 planètes. Les 7 sont rocheuses. Vu leur taille, on a pu déduire qu'elles étaient rocheuses. Donc 3 en zone habitable et un système très compact. Il faut se dire que l'ensemble du système Trappistin peut rentrer totalement dans l'orbite de Mercure. En fait, l'étoile est tellement petite, les planètes sont vraiment très très proches. Par exemple, la période de Trappistin B, la première, c'est seulement 1,5 jours. Et la période de la dernière, Trappistin H, c'est seulement 18 jours. Il y a donc beaucoup d'anniversaires sur ces planètes. La dynamique est beaucoup plus complexe que ce à quoi on peut s'attendre, notamment le fait que les planètes sont quasiment en résonance. Enfin, un dernier aspect, c'est que quand on a des planètes beaucoup plus proches comme ça, on a en plus une étoile froide et les étoiles froides sont connues pour être actives. Du coup, on s'attend à avoir une influence sur la capacité à garder une atmosphère et sur l'habitabilité très très différente de ce qu'on connaît dans le système solaire. Donc au niveau des caractéristiques du système, on connaît très très bien les rayons des planètes parce qu'on a tellement d'observations de transit au sol et dans l'espace. Maintenant, on a eu presque 1000 heures d'observations avec Spitzer. On peut connaître la précision sur les transits des planètes à seulement 70 ppm de près, c'est donc 70 parties par million, c'est vraiment très très précis. Donc pour le rayon, pour la taille, on est plutôt sûr de nous. Ensuite, pour avoir les masses, c'était plus compliqué parce que la méthode qu'on utilise pour avoir les masses, d'habitude, c'est la méthode des vitesses radiales et ça, c'est très compliqué avec des étoiles aussi froides et aussi actives que Trappistin. Heureusement pour nous, le système est proche de la résonance. Alors la résonance, qu'est-ce que ça veut dire? On peut prendre un système résonant qu'on connaît bien, c'est le système jovien avec Jupiter entouré de ses 3 lunes, enfin, il y en a beaucoup plus que ça, mais notamment les 3 lunes Io, Europa et Ganymède, pour lesquelles en fait les périodes de ces lunes vont être reliées par des entiers. C'est-à-dire que par exemple, quand Io fait 2 tours de Jupiter, Europa fait exactement 1 tour. Ce phénomène se passe exactement avec les planètes Trappistin B à H. On a des résonances de 3 planètes par 3 planètes, donc B, C, D sont en résonance, C, D, E, etc. etc. Et ça crée des dynamiques très fortes avec des planètes qui s'attirent et qui se repoussent de manière accentuée. Quel lien avec la masse? Eh bien, le lien avec la masse, il se joue dans la variation des temps de transit. Donc quand on a nos transits qui passent, si on a un système on dirait keplérien, un système avec une seule planète autour de son étoile, alors la planète va passer devant l'étoile toujours exactement à la même période. Donc par exemple si la période est 1,5 jours, exactement à 1,5 jours. Mais s'il y a d'autres planètes, alors les planètes vont s'attirer entre elles et ça va accélérer, décélérer l'autre planète sur son orbite. On peut alors avoir des avances sur le transit ou des retards en fonction de la géométrie des différentes planètes. Et ces avances et ces retards, on les appelle des TTV en anglais, des temps de variation de transit. Et ils peuvent être accentués très fortement dans le cas des résonances. C'est le cas des planètes Trappistin. Et dans les planètes Trappistin, on peut avoir des avances et des retards qui vont parfois être de l'ordre de 100 minutes. Sachant qu'un transit dure seulement 30 minutes, c'est très facile pour nous d'observer de tels décalages. Donc en étant au sol et en observant ces décalages, on va pouvoir faire un problème inverse, et c'est-à-dire qu'on va pouvoir revenir sur les masses qui créent ces décalages. Donc on fait des graphiques où on va noter le temps de décalage de transit en fonction du temps et ensuite on utilise des modèles dynamiques en disant quelle doit être la masse de la planète, à quelle distance doit-elle être pour expliquer les avances et les décalages qu'on fait. C'est exactement comme ça que Le Verrier à l'époque avait aidé à découvrir Neptune en étudiant les mouvements d'Uranus. On fait la même chose, on étudie les avances et les décalages des planètes pour avoir leur masse. Et ça marche très très bien parce qu'on arrive à avoir la masse des planètes avec une précision de 3 à 5%. Ce qui est beaucoup plus précis que ce qu'on pourrait imaginer avoir avec les vitesses radiales. Donc on a donc des masses et des rayons super précis, ce qui nous donne des densités.
avec les planètes Trappistins, c'est les planètes rocheuses les mieux connues après celles de notre système solaire parce qu'on a des densités assez précises. On peut même commencer à questionner l'intérieur des planètes. Avec ces masses et ces rayons très précis, on a même identifié que les 7 planètes ont l'air d'avoir la même densité entre elles et qu'elles sont toutes un petit peu moins denses que la Terre. Pour ça, on a 3 scénarios pour expliquer ça. Soit un scénario où on aurait des planètes avec un intérieur où il n'y aurait pas de cœur, ça serait vraiment assez homogène, soit un scénario où on aurait un cœur mais appauvri en fer par rapport à la Terre, ou soit un scénario où on aurait la même chose que la Terre mais beaucoup plus de volatiles, beaucoup plus soit d'atmosphère, soit d'océan autour qui pourraient redescendre cette densité. Pour l'instant, on n'a pas pu élucider lequel des 3 était le plus valable, mais déjà c'est quand même un grand pas de pouvoir questionner ces intérieurs. Ensuite, on a eu des observations avec le télescope Hubble pour essayer d'observer l'atmosphère des planètes. On a même essayé de faire d'une pierre deux coups en observant un double transit de la planète B et de la planète C en même temps pour éviter de perdre du temps sur le télescope. Et il a pu être prouvé avec 2 publications en 2018 et en 2016 qu'aucune des planètes Trappistins n'ont l'air d'avoir des atmosphères très étendues en hydrogène, un peu comme on pourrait s'imaginer pour une planète gazeuse. Enfin, une planète avec une atmosphère primaire, on va dire. Donc ça, c'est rejeté. Donc s'il y a une atmosphère, elle est soit secondaire, soit il n'y a pas d'atmosphère. Enfin, au niveau habitabilité, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment parce que les planètes sont synchrones, c'est-à-dire qu'elles nous montrent toujours la même face à leur étoile, comme la Lune avec la Terre. Et donc du coup, on peut s'imaginer avoir un côté brûlé et un côté glacé. Et ça, pour la vie, ça peut être vraiment plus compliqué. Heureusement, il y a des modèles de climat en 3 dimensions qui ont été réalisés par des équipes à Paris qui montrent qu'une atmosphère peut subsister, même dans ces cas de rotation synchrone. Maintenant, on est quasiment plus de 7 ans plus tard après la découverte de Trappistins, et depuis tout ce temps, il y a eu énormément de publications. À vrai dire, il y a plus de 300 publications maintenant qui ont été faites sur le système Trappistin dans plein de domaines différents, sur l'activité de l'étoile, sur l'habitabilité des planètes, sur la possibilité de différents scénarios d'atmosphère, ou même juste sur leur dynamique et leur observation. Et en plus, en 2022, le 25 décembre 2022 exactement, le fameux télescope spatial James Webb a été lancé. Et c'est un télescope pour lequel Trappistin est vraiment une cible de choix. C'est un télescope qui est beaucoup plus grand que le télescope spatial Hubble, qu'on connaît tous assez bien. Hubble fait 2,4 mètres de diamètre pour son miroir primaire, alors que James Webb fait 6,5 mètres. Ça veut dire qu'il peut collecter beaucoup plus de lumière et être beaucoup plus précis. Pour se donner une idée de la taille, le bouclier solaire qui protège James Webb fait la taille d'un terrain de tennis. Donc c'est vraiment un énorme engin qui est dans l'espace. Il est équipé de 4 instruments qui ont plein de capacités différentes, qui sont capables de faire des images, mais aussi des spectres, de décomposer la lumière pour regarder les atmosphères et potentiellement les molécules présentes dans les planètes qui se transitent devant leur étoile. Au total, beaucoup d'heures ont été données sur James Webb pour observer Trappistin. Quasiment 300 à l'heure où on parle, et avec toutes les planètes qui vont être observées par James Webb. Elles vont toutes être observées en transit, c'est-à-dire quand elles passent devant l'étoile, et les 2 premières d'entre elles, Trappistin B et Trappistin C, vont aussi être observées en occultation, quand elles passent derrière. Pour avoir un signal, on les observe dans l'infrarouge, dans la lumière vraiment thermique, là on regarde la chaleur, pour détecter la chute de flux due à la chaleur de la planète. Donc à nouveau, on a cette technique en transit où on regarde la lumière qui passe à travers l'atmosphère dans différentes longueurs d'onde, et en occultation où on regarde le flux de la planète qui va disparaître derrière l'étoile, et la petite chute de flux qu'on voit nous permet de savoir quelle est la température de la planète. Enfin, on a une dernière méthode qu'on va utiliser avec les planètes Trappistins, c'est la méthode des courbes de phase. Qu'est-ce que c'est une courbe de phase ? Une courbe de phase, c'est quand on regarde le flux du système étoile-planète tout au long d'une période de la planète. C'est-à-dire qu'on commence par le transit, on commence au moment où la planète est devant, et on observe tout le long pendant que la planète tourne et monte de plus en plus sa phase jour, jusqu'à ce qu'elle passe derrière, puis qu'elle revienne et qu'elle remonte sa phase nuit de plus en plus et qu'elle repasse devant. C'est tout ça, une courbe de phase, c'est toute une orbite. Et on peut voir que si cette courbe de phase nous donne une information essentielle sur la présence ou non d'atmosphère, parce qu'elle nous permet de dire s'il y a de la redistribution de chaleur ou pas. S'il y a redistribution de chaleur, alors le côté nuit ne sera pas totalement gelé. En fait, il y aura de la chaleur qui arrivera depuis le côté jour, et réciproquement, et donc du coup on aura quelque chose d'assez uniforme. Et donc le flux en fonction de la courbe de phase sera assez peu variable. Alors que si on n'a pas d'atmosphère, on s'attend à avoir un côté jour vraiment très chaud et un côté nuit vraiment très froid. On a donc vu qu'avec la courbe de phase, on peut savoir s'il y a redistribution de chaleur ou non, et donc avoir une information sur l'atmosphère. Dans le cas de Trappistin, c'est à vrai dire encore plus rigolo, c'est qu'on peut avoir une courbe de phase, mais de plusieurs planètes en même temps. En effet, les 7 planètes
passent devant leur étoile, les 7 planètes transitent, et elles sont toutes exactement dans le même plan. Et en plus, avec des périodes très courtes. Donc quand on essaye d'avoir la courbe de phase d'une seule planète, ça ne marche pas, on a toujours les autres qui viennent polluer. Par exemple, ici, ce qu'on a voulu faire, c'est phaser le moment où on a une courbe de phase, on a Trappistin B, la première planète, et Trappistin C, qui vont passer derrière leur étoile au même moment. On a donc encore plus de flux parce qu'on a 2 côtés jour qui passent derrière leur étoile au même moment. On voit donc beaucoup de choses qui se passent, on voit des transits d'autres planètes, des planètes plus lointaines comme G par exemple, et les 2 B et C qui passent derrière. Et ce qui va se passer, qui est vraiment typique de Trappistin, qu'on n'a encore jamais observé ailleurs, c'est des occultations, c'est-à-dire entre planètes. On ne s'intéresse plus à l'étoile, on va juste avoir les planètes sur le côté qui vont, parce qu'on est dans un plan parfaitement aligné, venir se cacher l'une et l'autre. Dans une certaine géométrie, on va avoir C qui est caché par B, parce que celle-ci fait un petit cercle alors que celle-ci fait un plus grand cercle. Et ça s'appelle des occultations planète-planète, et c'est vraiment typique de Trappistin. Je l'ai jamais vu, on ne l'a jamais vu nulle part ailleurs, et on peut le détecter si on regarde dans la lumière infrarouge. Je vous ai donc expliqué toutes les méthodes pour caractériser Trappistin. Il y en a vraiment de nombreuses et c'est un système qui est plein de ressources, qui a créé énormément de publications et qui en créera, j'en suis sûre, encore beaucoup. Il y a beaucoup de chercheurs partout dans le monde qui s'intéressent à ce système et j'espère que le James Webb Space Telescope sera en mesure de nous dire si oui ou non une de ces planètes a une atmosphère.